Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café, l'émission que je vous propose chaque matin dès 7 h pour vous résumer les faits marquants autour du mobile, mais parfois un peu plus. Aujourd'hui on parlera des traditionnels Android et Apple, mais on rajoutera aussi un peu de cartographie ou encore de ChatGPT, mais dans l'idée les premiers sujets seront assez généralistes avant qu'on s'intéresse un peu plus au mobile au fur et à mesure. J'espère en tout cas que ce programme vous plaira et on commence sur le champ. Pour commencer, une modification va arriver sur GitHub, mais j'ai du mal à estimer si c'est vraiment quelque chose de très utilisé. Pour vous expliquer, la commande Git Archive permet à tout moment de créer des archives d'un repo au format zip ou tar.gz. Côté GitHub, ces archives sont conservées un certain temps et qui d'ailleurs n'est pas défini précisément. Mais si toutefois vous les demandez alors qu'elles n'existent plus, elles sont recréées à la demande vu que c'est simplement l'état d'un Git à un instant T. Dans un article publié cette semaine, GitHub clarifie toutefois les choses et indique désormais que les fichiers seront conservés au maximum pendant 1 an. Pour le moment, il est bien question de rester sur des zip et tar.gz, mais s'il venait à les changer, il préviendrait 6 mois à l'avance. Finalement, ce changement n'est pas si radical, car attention, il ne faut pas confondre ces fichiers contenant les sources avec les releases qui, elles, restent bien disponibles ad vitam aeternam. Ensuite, connaissez-vous les polices de type 1 ? Alors si toutefois c'est pas le cas, il s'agit des polices proposées par Adobe depuis 1984 qui étaient notamment utilisées dans PostScript. Mais depuis 1996, le format OpenType a pris le dessus et il devrait vous être plus familier avec les extensions TTF ou OTF. A ce titre, Adobe avait annoncé en 2020 que dès ce mois de février 2023, il ne supporterait plus les polices de type 1, ce qui marque donc implicitement leur mort en général. Côté navigateur et système d'exploitation mobile, une grande partie ne les prenait déjà plus en compte, mais si toutefois vos designers font dans la nostalgie, eh bien dites-leur bien de se mettre à la page de 1996. On poursuit avec un sujet autour du mobile, à savoir la cartographie et les applications de navigation comme Maps, Waze ou Apple Plan. Alors, sans vous refaire l'histoire, ce qui a fait la popularité de Waze, c'est le choix des directions parfois peu orthodoxes et qui font passer par des chemins secondaires pour éviter des bouchons. Mais ça a pour effet pervers de se faire au détriment des habitants qui ont parfois vu des quantités de voitures arriver sans explication. D'ailleurs, des chiffres du ministère des Transports anglais ont montré que le trafic dans les rues résidentielles avait augmenté en moyenne de 72% entre 2009 et 2019. Mais si vous vivez dans un de ces quartiers, la situation n'est pas prête de s'améliorer car TomTom vient d'annoncer que des discussions avaient débuté avec la Commission européenne pour que des nouveaux algorithmes soient mis en place en 2025 voire 2026. L'idée elle est pourtant simple sur le papier, faire en sorte que les automobilistes restent sur les routes principales. Mais le positif dans l'histoire, c'est qu'il s'agira bien d'une réglementation pour toutes les applications et pas uniquement pour TomTom. On poursuit avec le fameux nouveau Bing, c'est-à-dire la version qui embarque un simili ChatGPT, et pour le moment il n'est disponible qu'en accès limité, mais aussi uniquement sur la version web. Et l'info du jour, c'est que la déclinaison mobile est désormais disponible sur les applications Bing et Edge. Microsoft a fait les choses plutôt bien en pensant à une véritable expérience mobile, car l'idée de ChatGPT c'est de fournir une conversation. C'est pour ça que vous aurez la possibilité d'utiliser directement la saisie vocale. Ils indiquent que c'est disponible autant sur Android que sur iOS et depuis hier soir. Mais attention, c'est uniquement pour ceux qui ont déjà accès à la preview. Et en plus de l'application Bing, le navigateur Edge en version mobile aura aussi droit à son intégration. Et enfin, dans le communiqué de Microsoft, on apprend que Skype a droit aussi à un tout petit peu d'amour puisqu'il sera possible d'intégrer le chatbot dans des conversations de groupe pour lui poser des questions. D'ailleurs, petit flashback si certains s'en rappellent, quand Google avait lancé leur énième tentative de messagerie, à savoir Allo, eh bien il était possible d'intégrer le Google Assistant qui faisait peu ou prou la même chose. Mais bon, on sait tous où Allo se trouve aujourd'hui, à savoir dans le cimetière des projets abandonnés. Juste avant la partie en bref, le groupe Meta, qui est l'entité derrière Facebook ou Instagram, vient d'annoncer que le codec AV1 était bien utilisé sur la fonction des Reels, c'est-à-dire leurs vidéos courtes. Ce format AV1 est de plus en plus apprécié, notamment par Netflix ou YouTube, qui le privilégie notamment pour les vidéos en 4K voire plus, car elles permettent de réduire la bande passante, mais aussi, et forcément, le stockage sur les serveurs. Le seul inconvénient aujourd'hui, c'est que sur Android, le format ne fait pas partie du cahier des charges des constructeurs, mais ça le deviendra sur Android 14, que ce soit avec un décodage logiciel ou matériel. Toutefois, il y a déjà des exceptions comme le Pixel 6 Pro ou encore le Galaxy S21 qui le gèrent de manière matérielle. Et l'article de Meta est intéressant puisqu'ils expliquent qu'ils ont opté pour le décodage logiciel par DAV1D qui est développé par Videolan en open source. Après une série de tests, il marche très bien sur les iPhones et côté Android, le 720p fonctionne sur la majorité des téléphones
et le 1080 sur le milieu voire le haut de gamme. Désormais c'est en prod et la V1 est utilisée sur 70% du contenu diffusé sur les iPhones, y compris dans certains cas avec du HDR en plus. Par contre pour Android la progression est beaucoup plus lente mais ils continuent de le déployer. Mais finalement ils sont encore obligés de rester sur d'autres formats pour tout ce qui est smartphone d'entrée de gamme. Voilà donc pour l'article de Meta et en tant que tel je trouvais leur retour très intéressant car ils montrent que certes la V1 c'est l'avenir, mais pas encore tout de suite ou encore pas pour 100% du monde mobile. Allez, maintenant place à notre pause du milieu de vidéo pour les actus en bref. On commence par la disponibilité d'une nouvelle version de Flutter, à savoir la 3.7.4 qui est sortie mardi soir. Mais une journée plus tard, toujours aucun changelog officiel n'est proposé. Dans le cadre du Digital Services Act, Microsoft a dû communiquer les chiffres de ses différentes boutiques d'applications et ce n'est pas très bon. Le site du Microsoft Store a environ 4 millions d'utilisateurs mensuels actifs, alors que sa version intégrée en tant qu'application dans Windows culmine à 33 millions. La déclinaison contenant les jeux est-elle aux alentours de 3 millions. Ces chiffres sont bas et montrent que le déploiement d'applications par les stores est finalement peu répandu sur Windows. Sur un sujet plus mobile, après l'arrivée du Dynamic Island sur les iPhones, on se demandait combien de temps serait nécessaire aux constructeurs Android pour réagir. Et malgré quelques tentatives chinoises, c'est au tour d'un acteur de premier plan, à savoir Realme, de proposer sa version. Attention pour l'heure, il ne s'agit que d'un leak, mais le smartphone montré ici devrait être prochainement dévoilé. Ensuite, vous pensiez que l'assistant de Samsung Bixby était pas loin de la tombe? Eh bien non, des améliorations comme le fait de pouvoir enchaîner plusieurs questions autour d'un même contexte est désormais gérée. La fonction Text Call fait aussi son apparition en anglais, c'est-à-dire la possibilité de répondre par téléphone en écrivant, mais votre correspondant entend sa version audio. Et enfin, une connexion internet n'est plus nécessaire car certaines commandes sont accessibles hors connexion. Et enfin, à travers un tweet d'Elon Musk, on apprend que l'algorithme de Twitter devait être dévoilé prochainement. Mais concrètement, quelle sera la forme de cet algorithme? Un texte, une implémentation dans un langage? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour en avoir la réponse. On reprend avec une initiative en Floride qui fait suite à TikTok, car bon, je vous ai pas relaté les multiples péripéties, mais d'une manière générale, l'application est interdite aux employés gouvernementaux dans plusieurs États des États-Unis. Et l'idée de la procureure générale de la Floride serait de forcer l'App Store et le Google Play à afficher une mention pour, je cite, « les applications développées et détenues par des étrangers ». Mais en fait, quand j'emploie le conditionnel, j'aurais plutôt dû le faire de manière affirmative, car la procureure générale a déjà envoyé une lettre à Tim Cook dans laquelle elle met en avant que ça pourrait éclairer les décisions des consommateurs avant de télécharger des applis. Et cette procureure est plutôt du genre directive, car elle demande, et je la cite toujours, de prendre des mesures immédiates. Sachant que sa demande fait notamment suite au fameux ballon chinois qui est apparu dans le ciel américain. Finalement, d'une certaine manière, cette information pourrait faire sens en indiquant plus globalement l'origine des éditeurs. D'ailleurs tiens, j'en profite, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit sondage, vous en trouverez donc un dans la partie communauté où vous pourrez dire si vous trouvez ça pertinent ou alors totalement inutile. Comme d'habitude, le lien il se trouve dans la description mais aussi en commentaire épinglé. Et à évoquer Apple, un vrai sujet pour nous les développeurs, puisque depuis quelques mois, Apple propose des Slack où on peut poser des questions directement aux employés, ou encore faire des vidéos en one-to-one. La prochaine session aura lieu du 28 février au 13 avril et portera sur l'App Store en général. Des présentations seront données dans plusieurs langues, mais bon, comme d'habitude, il n'y aura pas de français. Mais toutefois, quand je vous ai dit que ça intéresserait les développeurs, c'est plutôt les éditeurs, car les sujets seront principalement autour du marketing, avec la manière d'attirer des nouveaux clients, tester des stratégies ou encore optimiser les abonnements. Plus précisément, il s'agira de présentations suivies de séances de questions-réponses, et pour y participer, un simple compte Apple développeur suffira. Et maintenant, un sujet autour de la sécurité sur Android, voire même des produits Google en général. Dans un premier temps, Google a indiqué les sommes qu'ils ont reversées dans le cadre de leur programme de découverte de vulnérabilités en 2022, et 2900 failles de sécurité ont été découvertes sur cette période, débouchant sur plus de 12 millions de dollars reversés, sachant que 230 000 ont été redirigés vers des œuvres caritatives. Comme vous le voyez, les chiffres sont en forte augmentation, car à la fois le nombre de failles est plus conséquent, mais aussi le prix des rewards. De manière plus spécifique, côté Android, 4,8 millions de dollars ont été reversés par Google, sachant que l'entité ou la personne qui a gagné le plus a reçu 605 000 dollars. Je vous laisse ensuite aller lire l'article pour des infos plus détaillées et notamment sur les chiffres pour Chrome. Sur un autre sujet et dans un deuxième article publié sur ce même blog de sécurité, on nous explique les mécanismes qui sont mis en place pour sécuriser encore plus Android, mais c'est assez technique et je préfère vous renvoyer vers l'article directement.
Et enfin, on termine ce Dev Café par le projet Open Android Installer qui est soutenu par le gouvernement allemand et qui supporte une 50aine de téléphones, mais pas forcément les plus récents, en s'arrêtant par exemple au Galaxy S10. L'idée c'est de fournir un outil clé en main sur des téléphones qui ne sont plus maintenus pour leur permettre d'installer des ROM récentes comme LineageOS ou i/OS. Sachant que vous pouvez aussi indiquer si vous voulez les applications Google ou simplement les services avec Microchip. Dans l'idée, vous n'avez absolument pas besoin d'installer ADB ou Fastboot, ni de connaître les commandes par cœur. L'outil, il se télécharge sur Windows, Mac et Linux et vous guide étape par étape sur l'installation de Recovery puis la ROM que vous aurez choisie. En tant que tel, le projet, il est absolument pas nouveau car il a débuté il y a un an environ, mais disons que désormais la version bêta est suffisamment mature pour l'utiliser sans trop de problèmes. Attention quand même, ce n'est pas compatible avec les Mac ARM. Et voilà, on va clore cet épisode du jeudi de Dev Café, j'espère une nouvelle fois que vous aurez aimé son contenu et je ne saurais que vous recommander de faire le pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne ou encore de partager la vidéo autour de vous. Pour le concours sur Flutter Heroes, je vous invite à aller voir sur le compte Twitter pour voir les résultats. Et sinon, on se dit rendez-vous demain dès 7h pour le dernier épisode de la semaine. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée en cette Saint-Lazare. Et non, ça n'a rien à voir avec la gare parisienne. Et oui, on finit comme un peu ce Dev Café. Allez, à demain.